Commençons par ce qui fonctionne. Nous sommes très chanceux d'avoir des cours de sécurité dans nos écoles. Contrairement à plusieurs certaines Américaines. Le fait que les écoles nous informent sur notre sexualité, ça fait en sorte que ce ne sont pas uniquement les parents qui ont la responsabilité de le faire. Comme ceci, on peut être sûr que tous les élèves seront informés sur ce sujet important pour les raisons qu'on connaît. Un bon point positif pour nous préparer à la vie adulte. Aussi, les sports et les arts sont mis de l'avant dans les écoles, que ce soit dans des programmes d'activités parascolaires, dans les cours obligatoires ou des programmes de sport-études. Aussi, le Québec décide du système de la province. Alors, ce qui assure une certaine uniformité des apprentissages, ainsi, ça élimine la compétition entre les écoles au niveau de la qualité de l'enseignement, puisque celles-ci doivent s'assurer de couvrir le programme prescrit. Il est maintenant courant de voir des iPads ou des ordinateurs être intégrés dans les écoles pour les élèves. Comme vous savez probablement déjà, le numérique a de nombreux avantages. Nous en reparlerons un peu plus tard. L'aspect social des écoles est aussi un avantage. Oui, ça fait plaisir de se lever à 6h30 le matin pour aller à une classe qu'on n'apprécie pas forcément. Mais au moins, on rencontre des gens, on socialise, on se fait des amis. Les problématiques. Les jeunes n'aiment pas les devoirs, et ça, on est tous d'accord sur ça. Mais ceux-ci sont nécessaires. Le problème, c'est que certains élèves ont 3 heures de devoirs par soir, ce qui est beaucoup trop. Imaginons plutôt que les élèves fassent un petit test sur iPad de 5 à 10 minutes à la fin de cours pour évaluer rapidement sa compréhension du cours du jour et lui donner le devoir en conséquence. Par exemple, si un élève qui a plus de difficultés dans ce petit test, il pourra avoir des exercices différents d'un autre élève qui a mieux réussi. On appelle ce principe la différenciation pédagogique. Ceci pourrait diminuer le temps passé par les étudiants dans leurs devoirs souvent trop longs, tout en les encourageant à justement écouter en classe pour avoir le moins de devoirs possible. Aussi, quelque chose qui vous est probablement arrivé à vous, être malade et se sentir obligé d'aller à l'école car on a peur de manquer des examens ou des matières importantes. Ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est énervant car la santé physique et mentale devrait passer avant les notes dans les examens. Maintenant, je vais vous parler de l'anxiété chez les jeunes. Par exemple, un enfant qui ressent beaucoup de stress lors d'une présentation orale. Une de mes amies en fait beaucoup, donc je comprends la situation. Alors, plusieurs d'entre vous diraient que ça va passer et qu'elle doit améliorer sa compétence à l'oral, mais je suggère une alternative. Y aller plus progressivement. Par exemple, au premier oral d'un élève, il pourrait le faire seulement devant l'enseignant. Au deuxième oral, sur un autre sujet, ça pourrait être devant l'enseignant et ses amis. Et au troisième oral, ça pourrait être devant la classe. Je pense que ça peut être un moyen alternatif pour les élèves qui souffrent d'anxiété d'y aller plus graduellement pour vaincre leur peur. Ça peut être très constructif. De cette façon, on aide réellement à former des adultes pour la vie de demain en les aidant sur leurs difficultés, pas seulement académiques. Voilà un autre exemple de différenciation. D'autres problèmes que nous avons vécu nous-mêmes sont les romans à lire à l'école. Ne vous trompez pas, c'est vraiment le fun de lire un livre à l'école, mais le fait qu'on doit prendre des notes et faire un examen, ça gâche un peu l'histoire. Alors, à la fin d'un examen, on pourrait faire des petits travaux d'équipe ou bien un petit oral sur une petite partie du livre, comme 2-3 chapitres. On pourrait ainsi garder le plaisir de lire le livre. Ou encore, les élèves pourraient faire un livre numérique avec l'iPhone pour des jeunes enfants. Ils vont pouvoir faire en sorte que le livre soit simple et complet pour les jeunes enfants et puissent ainsi le présenter. C'est amusant pour eux, car ils écrivent un livre et c'est fun de lire un livre. Et, cela serait bien amusant, parce qu'il faut rendre tout un roman court et simple et compressé par les jeunes, ce qui nous forcerait à bien comprendre l'histoire. Car on se souvient plus de quelque chose qu'on s'est amusé à l'apprendre qu'à la place qu'on se l'est forcé de l'apprendre. Alors maintenant, je vais vous faire une comparaison avec plusieurs systèmes internationaux d'éducation. Alors, comme plusieurs d'entre vous le savez, la Finlande a l'un des meilleurs systèmes d'éducation au monde. Ils ont beaucoup d'avantages. Leurs enseignants sont beaucoup mieux vus socialement en Finlande qu'ici. Car en Finlande, être enseignant a une valeur qu'être médecin. En effet, il faut avoir une maîtrise universitaire pour pouvoir enseigner et être sélectionné parmi les 10% meilleurs.
Aussi, le salaire des enseignants est beaucoup plus élevé en Finlande. Le Canada devrait augmenter le salaire des enseignants car ce sont eux qui éduquent nos jeunes d'aujourd'hui qui, à long terme, sera 100% de notre futur. La Finlande laisse les jeunes être des enfants plus longtemps. Les élèves au primaire ont 75 minutes de récréation par jour et l'école commence à 7 ans. Il n'y a pas de devoir au primaire et très peu au secondaire. Le système finlandais focalise beaucoup sur la collaboration et non sur la compétition lors des examens. Mais ceci pourrait leur causer un problème dans le futur parce que quand ils sont rendus à l'université, ils ne sont pas habitués à faire face à la compétition lors des examens. Et ce qui fait en sorte qu'ils pourraient avoir de la pression. OK. Pour prouver que leur système fonctionne, voici quelques statistiques. 66% des élèves finlandais entament des études supérieures, soit le plus haut taux en Europe. L'écart entre les élèves les plus faibles et les plus forts sont la moindre au monde. 93% des élèves réussissent leur études secondaires. Ce n'est pas pour rien que la Finlande est le pays le plus heureux selon Forbes. Alors maintenant, je vais faire une comparaison avec les systèmes d'éducation de Hong Kong et Singapour. Tous les deux ont des systèmes d'éducation qui misent beaucoup sur une bonne performance académique. Mais étant donné que ces deux pays ont un si petit territoire, ils comptent beaucoup sur l'intelligence de la population pour faire croître l'économie. Ils ont des méthodes différentes. Étant donné ce qui fait en sorte que les systèmes poussent beaucoup les élèves à performer et les font travailler à un rythme très exigeant. Les enseignants se concentrent surtout à faire travailler les élèves dans leur pays et les préparer pour leurs examens. Un côté négatif de cela est que les élèves ont beaucoup de travail individuel, donc moins de travail d'équipe. Ils sont souvent de base de performance, il en résulte une déconnexion avec leur famille, car ils sont toujours en train d'étudier, ce qui laisse peu de temps pour les activités familiales, et pour certains, la pression mène à la dépression et au suicide, ce qui n'est pas vraiment le fun. On peut donc remarquer qu'on peut arriver au succès avec différents moyens d'éducation. La Finlande mise beaucoup sur les bien-être des élèves, alors que Hong Kong et Singapour misent sur la performance. On aimerait bien prendre des éléments du système finlandais, car il valorise un développement plus complet des élèves, tout en s'amusant. Laissez-moi vous parler des avantages concrets de l'utilisation sur iPad. Nos sacs à dos sont effectivement moins lourds. La plupart de nos travaux et de nos manuels se retrouvent dans nos cahiers numériques. À la fin de mes journées, j'ai le choix apporter 3 livres, français, mathématiques ou sciences, ou mon iPad. Par contre, pour certains devoirs, comme des équations algébriques en mathématiques, le numérique est vite compliqué, car il est facile d'écrire nos démarches sur des feuilles de papier. Pour faire des recherches, l'iPad est un outil tout puissant. Après une simple série de mouvements de doigts, des milliers de sites apparaissent. C'est comme avoir accès à toutes les bibliothèques du monde. Est-ce que vous vous souvenez des présentations qu'on faisait au primaire sur des cartons pas plus grands que 1 mètre carré? Non seulement ces présentations sont ennuyantes à faire et à regarder, elles n'ont pas fière allure. Les présentations de ces PowerPoint, vidéo, Keynote permettent une plus grande possibilité d'originalité. Les applications de dessin, montage photo, vidéo ouvrent la porte à beaucoup plus de créativité. L'avenir, tout le monde y réfléchit. Dès notre jeune âge, on pense ce qu'on veut faire lorsqu'on serait plus grand. L'iPad nous permet de nous familiariser avec le milieu futuristique, ordinateur, iPad ou autre. Gagner de la compétence dans ce domaine peut être primordial. La communication et le travail d'équipe sont la base d'un avenir prometteur. Aussi notre planète, n'oublions-la pas. Les ordinateurs numériques économisent une quantité fulgurante de feuilles de papier. Les notes de cours, les mini-tests, les examens numériques ne font que du bien à la Terre. La pédagogie inversée. Cette manière d'enseigner consiste à concentrer le temps de classe pour les travaux pratiques en évacuant le plus possible l'exposé magistral. Par exemple, les élèves peuvent suivre des cours en ligne sous forme de capsules vidéo. Cette vidéo-là pourrait venir avec un système de messagerie avec l'enseignant. Si l'étudiant a la difficulté pour une notion, il pourrait facilement demander une question au professeur en ligne. Cette façon de faire serait un avantage pour les étudiants qui sont absents en cours. Ils pourraient plus facilement rattraper la matière manquée. Comme on peut le voir sur l'image, l'enseignant dans la classe inversée devient un guide ou un
foncier sur le côté pour aider les élèves dans leurs travaux d'équipe. Les élèves ont toute l'information au bout de leurs doigts. A-t-on vraiment besoin d'enseignants qui sont que des passeurs d'informations? Bref, la pédagogie inversée fait en sorte que les étudiants se concentrent plus sur la compréhension, la collaboration et le travail d'équipe plutôt que sur la compétition, afin de résoudre le problème en lien avec le cours qu'ils ont visionné plus tôt. Voici un exemple d'un début de transition vers la pédagogie inversée. Ceci est un site réalisé par une de nos enseignants. Elle compte peu à peu transformer son cours en utilisant la pédagogie inversée. Sur ce site, elle inscrit les devoirs, la date des examens, des documents, des vidéos et plus encore. Souvent, elle demande à ses étudiants de visionner un vidéo pour le prochain cours. Par contre, elle doit quand même souvent expliquer la matière en classe pour s'assurer de la bonne compréhension des élèves. En faisant cela, notre enseignante nous a rapporté que la transition n'était pas seulement difficile pour elle, mais aussi pour les élèves qui sont si habitués d'avoir un enseignant devant eux en prenant des notes de cours. Cette approche pédagogique lui permet de gagner du temps en classe pour aider plus individuellement les étudiants qui ont plus de difficultés pour une notion. C'est encore une fois de la différenciation pédagogique et de la rétroaction individualisée. Comme vous l'avez probablement remarqué, notre système d'éducation n'est pas parfait. Le Québec devrait plus miser sur la rétroaction individualisée, le travail d'équipe et la différenciation pédagogique. Et ça, la technologie d'aujourd'hui peut grandement nous aider. On a un système qui date de plus d'1 siècle et demi, on est dû pour un changement. Avez-vous des questions?